19h30, heure de la principale édition d'information sur TVS. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. Est-ce la suite légale de l'opération Libérer les trottoirs ou un règlement de compte? C'est la question que se posent ses compatriotes commerçants exerçant à l'ancienne gare routière. Une question qui ne trouve toujours pas de solution, dont ils en appellent à l'arbitrage du chef de l'État. Les précisions avec Fouti Boulanga Mouleka, Vitalis Kumba. Par où commencer un tel reportage, si ce n'est laisser les faits parler par eux-mêmes? Je suis fatigué. Lundi, c'est dans quelques jours. Les enfants n'iront pas à l'école. Ils n'iront pas à l'école. Pourquoi vous me faites ça? Je suis le père, la mère de mes enfants. Je suis le père, la mère de mes enfants. Pardon, viens. Viens, anniversaire. Viens, mon président, viens. Un autre commerçant au même endroit, pour ce que c'est un homme, a pu lancer son cri d'alerte en retenant ses larmes. Je pense que le cri d'alerte de ma soeur Pascaline devrait tout de suite interpeller les hautes autorités à trouver une solution palliative par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre ici en tant qu'indignés. Et ce n'est pas à négliger. Nous pensons qu'il est bien que l'on puisse assainir la ville. Nous pensons qu'il est bien que l'on puisse éviter à ce que les gens puissent être installés de manière à obstruer la chaussée. Mais nous pensons aussi qu'il y a des solutions par rapport à ceux-là qui ont comme moyen de vie le commerce qu'ils font ici. Et là, je viens parler surtout à l'endroit des jeunes Gabonais qui sont aussi nombreux dans cette activité, et surtout dans ceci. Et aussi des femmes gabonaises qui ont des familles nombreuses dont elles s'occupent, afin que le gouvernement puisse vraiment prendre cela en compte et qu'ensemble nous puissions trouver réellement une solution qui puisse arranger les deux temps. À croire qu'il y a deux genres de Gabonais, ceux devront toujours subir la honte et les humiliations, et ceux-là qui la leur font subir sans crainte d'aucun représailles. Mais comme pour annoncer à ces commerçants que leur appel a été entendu par le chef de l'État et le gouvernement, c'est sous une pluie quasi torrentielle que Mère Nature a annoncé à ces femmes et à ces hommes commerçants qu'une réponse favorable leur parviendra d'ici peu du chef de l'État en personne pour en trouver une solution définitive. Ne dit-on pas qu'après la pluie vient le beau temps? En éducation, la rentrée des classes a été difficile à l'école publique communale de Mekaga dans le 2e arrondissement de la commune de Yem. Une situation due à l'absence de toiture dans des bâtiments emportés par une tornade en fin d'année. À cet effet, les travaux de réhabilitation ont été entamés grâce au financement d'un fils de la localité. Les précisions dans ce reportage mis en image par Ulrich Simeila. Comme vous venez de le voir dans ces images qui en disent long, l'un des bâtiments de l'école publique communale de Mekaga, dans le 2e arrondissement de la commune de Yem, a vu sa toiture emportée par une tornade qui avait sévi en fin d'année dans cette partie de la ville. Cette école a été lauréate du trophée de l'école Keuchen, organisé par Shell Gabon en 1998, qui récompensait l'établissement le plus propre, n'est plus que l'ombre d'elle-même. La négligence des autorités compétentes quant à l'entame des travaux de réhabilitation du dit bâtiment qui comporte en son sein 3 salles physiques et 6 salles pédagogiques est à l'origine du démarrage difficile de la rentrée des classes comptant pour l'année académique 2018-2019. La rentrée a été vraiment difficile pour nous car vous avez constaté tout à l'heure l'état du bâtiment qui devait être refait mais qui n'a pas été refait avant la rentrée. Donc cela nous cause des difficultés par rapport au nombre d'inscrits. Par rapport au nombre d'inscrits, vous verrez que certains parents aussi étaient hésitants vu que ce bâtiment compte 3 salles de classe physiques et 6 salles pédagogiques. Vous voyez, donc on a eu des difficultés. Nulle était la dextérité du chef d'établissement de mettre en confiance ses parents d'élèves qui hésitaient encore d'envoyer leur progéniture à l'école. Pas repoussé, non, mais avec difficulté, ça s'est effectué, mais avec difficulté. Bon, beaucoup de parents ont hésité. Comment vous avez fait pour entamer votre... Bon, il fallait sensibiliser certains parents, en fait ceux qui se rapprochaient de nous, parce que d'aucuns se disaient que l'école n'aura pas débuté cette année
sérieux par rapport à cet état de fait, par rapport à ce bâtiment. Mais ce n'est pas le seul bâtiment que compte l'école. Alors nous sommes engagés à occuper les 2 autres bâtiments. Un fils de cette localité a jugé opportun de financer les travaux de réhabilitation du dit bâtiment pour permettre à ces jeunes apprenants de suivre les cours dans de très bonnes conditions. Nous avons eu la chance et à une dame de la place, le ministre, donc le ministre qui a décidé, qui a pris en compte de faire le bâtiment. Donc les travaux ont été lancés. D'ici la semaine prochaine, selon le dire du technicien, d'ici la semaine prochaine, tout ira bien. En tout cas, on aura la toiture. Oui, nous avons reçu pratiquement, si je ne m'abuse, 150 ou 300 tables bancs. Bon, de toutes les façons, c'est mon professeur qui les avait reçus. Donc je vais vérifier ici le nombre exact. Mais sinon, les tables de banc sont déjà. Si la rentrée des classes a été difficile à l'école publique communale de Mekaga, mais ici à Libreville, dans le 5e arrondissement, plus précisément au complexe scolaire privé Pella, le cas est différent car les apprenants de cet établissement ont bénéficié d'un don de fournitures scolaires composées essentiellement de cartables, un geste à mettre à l'actif d'un des fils du coin. C'était en présence d'Arnaud Mbabekong et Yvon Bertrand en Komile Kandumba. Dans un contexte social marqué par la crise financière assez aiguë et qui frappe la quasi-totalité des foyers gabonais qui ont du mal à joindre les 2 bouts pour envoyer leur progéniture à l'école à cause des coûts relatifs élevés, les foyers du premier siège du 5e arrondissement peuvent eux se frotter les mains. Un fils du coin, comme on dit couramment, a pensé à eux à travers un important don de fournitures scolaires composé de cartables à moitié garnis, un élan de solidarité que le citoyen et acteur politique Karim Zengi a voulu perpétuer sous le signe du partage. L'année, c'est désormais devenu une tradition. Chaque début d'année, nous offrons à plusieurs enfants du premier siège du 5e arrondissement, ici les familles démunies, des kits scolaires. Lorsqu'il s'agit de Noël, nous offrons également des cadeaux. Et nous sommes toujours présents pour tous les événements heureux et malheureux de nos concitoyens. Donc cet acte s'inscrit une fois de plus dans la logique de partage du chef de l'État qui nous a tous instruits, soutien, collaborateurs, amis et surtout pour tous ceux qui adhèrent à l'idéologie politique du chef de l'État, de toujours être proche des populations, de toujours prôner pour le partage. C'est à ce titre que nous avons fait ce modeste geste, un geste de cœur. Nous ne pouvons pas régler ou résoudre les problèmes de tout le monde, mais nous pouvons apporter des soulagements aux problèmes des uns et des autres. Valeur de partage. Et secondo, un geste de solidarité, montrer que nous sommes tous unis et que lorsqu'il s'agit donc d'un acte social, l'acte social n'est pas posé qu'en faveur d'un camp politique, il est posé en faveur de tous les Gabonais. Vous savez, lorsqu'on a identifié les familles démunies, nous n'avons pas tenu compte de leurs appartenances politiques ou ethniques. Nous nous sommes appuyés sur le fait que ce soit donc des compatriotes qui résident dans le premier siège du 5e arrondissement. Ce geste d'amour, d'affection, empreint d'humanisme, a ébloui les bénéficiaires comme ce sexagénaire retraité ou ce chef d'établissement. C'est ainsi le geste salutaire qui est en train de se faire aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois. Cette fois-ci, c'est la 2e édition. Et c'est son cœur que nous sommes en train de louer. Et nous voudrons que ça continue ainsi. Et si les élections sont passées et qu'il puisse se mettre, enfin qu'on puisse le mettre à l'écart, c'est peut-être pas encore son jour, mais nous savons qu'il a mouillé le maillot et qu'il a le cœur des parents qui l'admirent. Nous voudrons qu'il continue dans ce sens parce que nous savons son amour envers les parents et la population. Comme vous le constatez vous-même, les parents sont très contents. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. De voir qu'une personne a pensé à vous, vous apportez une trousseau scolaire en période circonstante, je me dis que c'est un geste louable, qu'il faut le relever. Sans se décourager par le revers politique subi lors du premier tour de législative 2018 pour une première tentative, le bienfaiteur Karim Zengi, qui se définit comme acteur de la politique de partage du chef de l'État, qu'il admire beaucoup, laquelle entend-il concrétiser à chaque fois que possible pour rapprocher le peuple de son chef. Près de 200 foyers ont été bénéficiaires de cette 2e édition.
À Port-Gentil, du centre-ville aux différents quartiers, le paysage présente un autre visage avec les manguiers qui sont en phase de reproduction au regard de la forme que présente la ville actuellement. Le reportage est signé Dorothée Karina Auré de Mediaplus. En ce moment, dans la ville de Sable, les manguiers sont en phase de production. Une chose facile à remarquer, ils sont un peu partout dans le paysage port-gentilais. Du centre-ville au quartier, en passant par les routes de la commune. Son fruit, la mangue, est très prisé par les populations qui ont toutes les raisons de le consommer. Il est riche en vitamines A, B, C et au fort pouvoir antioxydant. Mais voilà, si le fruit est consommé, les écorces et les feuilles sont sans intérêt, certainement par ignorance des vertus de ces dernières. En effet, l'écorce du manguier soulage quelques maux. Ce que je sais sur le manguier, c'est que c'est l'écorce soigne les maux de dents. Ces feuilles, additionnées à d'autres plantes médicinales, guérissent des maladies comme le paludisme, expliquent ces commerçants très occupés en anonymat. Les gens de feuilles qui sont un peu longues là, qui sont un peu longues, puis c'est sous forme de... c'est comme la canne. Tu mélanges ça dedans. La canne sauvage. Oui, voilà la canne sauvage, effectivement. La canne sauvage, tu cueilles aussi ça. Tu mets dans les feuilles de manguier. Bon, tu peux mettre environ peut-être même 3 ou 2 litres, 4 litres d'eau. Une bonne quantité, tu mets le maqueta aussi dedans, juste un peu. Donc, là, tu fais bien bouillir. Après avoir bouilli, maintenant, tu enlèves ça du feu. Un verre le matin, un verre le soir. Et ça amer, hein? Ça amer. Sinon, normalement, ça sera très bien. Surtout pour le palais, c'est très important. À défaut de ça, tu peux même finir de bouillir, puis tu déposes ça, on te couvre avec. On te couvre avec un panier qui est un peu lourd. Tu transpires bien dedans et puis après on enlève. Et là, ce sont les écorces ou les feuilles? Là, c'est les feuilles de manguier. Si tu prends quand même ça avant de prendre même la peine. Les fragants. Là, en tout cas, nous, sur le palais, la cachette, ne peut comment ça va partir. Les feuilles, quand tu mélanges les feuilles de manguier avec les feuilles de l'acacia, ça soigne le palais. Chez nous, au village, quand quelqu'un a un début de palais, il mélange les deux feuilles là, il bouille. Il boit l'eau là, ça, il lave avec, ça soigne le palais chez nous. Les écorces aussi, les gens mélangent aussi avec les écorces, mais ce sont des plantes médicinales qui peuvent soigner beaucoup de choses. Eu égard à ce qui précède, l'ensemble du manguier est bénéfique pour l'homme. Si son fruit est mangeable, ses feuilles et son écorce sont utilisées en phytothérapie afin de guérir certaines maladies comme les douleurs dentaires, le paludisme, le mal de dos. La liste est non exhaustive. Toujours à Port-Gentil, résoudre le problème d'éclairage public dans la ville était la principale raison de la pose des panneaux solaires à travers les différents quartiers de la commune par les plus hautes autorités. Les précisions dans ce reportage est signé Ariel Nancy Humberkouna. Résoudre le problème d'éclairage public dans la ville de Port-Gentil et à travers le pays, c'était la principale raison de la pose des panneaux solaires dans bon nombre de quartiers de la commune de Port-Gentil par les autorités compétentes. L'obscurité à certains endroits ayant favorisé l'insécurité manifestée par des braquages, entre autres. Ces panneaux venaient à point nommé soulager les populations. Ça fonctionne. Ça aide dans toutes les zones, dans la logique. Et c'est bien. S'ils peuvent mettre aussi partout, ça va nous arranger. Ça nous sert vraiment beaucoup. Parce que les braqueurs n'y passent plus vraiment là. Ils ne s'arrêtent plus là pour nous braquer. Et puis, au moins la nuit, quand on rentre des heures indues, au moins c'est bon, c'est éclairé, c'est bon, ça passe. Si les habitants se sont vus satisfaits de voir leur zone plus éclairée, il n'en demeure pas moins que la distance entre les 10 panneaux inquiète les populations, les braqueurs ayant choisi de se réfugier aux endroits moins ou pas éclairés pour opérer leur forfait. Ah bon, il faut qu'ils ajoutent encore, hein, parce qu'ils ont mis ça en espèce, voilà, c'est trop espacé quoi. Il y a quand même quelques zones d'ombre, il faut qu'ils ajoutent même 2 ou 3 encore. Selon le projet initial instauré par le président de la République, ce sont 5000 panneaux solaires qui doivent être installés à travers les 9 provinces du Gabon. 2000 ont déjà été livrés, les 3000 autres ne devront pas tarder à l'être pour couvrir les zones toujours obscures.
Rien à voir avec ce qui précède, la méditation sera au centre des festivités de cet événement à la fois culturel et religieux dénommé le Grand Magal de Touba, lequel marque l'arrivée au Gabon en 1895 de Cheikh Amadou Bamba, fondateur de la confrérie musulmane du mouridisme. Les précisions avec Euphrame Biogezo. Les Mouribes conviés ce dimanche au jardin botanique, c'est du moins ce que nous a laissé entendre Babacar Dieng et Salou Sen à l'initiative d'une rencontre avec les médias nationaux et internationaux. Le Grand Magal est la célébration du départ en exil au Gabon de Cheikh Amadou Bamba en 1895, fondateur de la confrérie musulmane du mouridisme. À ce jour, à Libreville, un lieu de culte porte son nom, notamment la mosquée Cheikh Amadou Bamba de Montagne-Sainte. Cette rencontre avec les hommes et femmes des médias a permis de préciser avec exactitude les objectifs de cet événement à la fois culturel et religieux, sinon le plus important de cette confrérie musulmane. La méditation, n'étant pas une activité corporelle, c'est une activité intellectuelle consistant pour l'être humain à s'élever. Et quand on parle d'élévation, ce n'est pas de l'élévation physique, parce que l'être humain ne va s'envoler à l'image de l'oiseau. Il s'agit là d'une élévation symbolique, il s'agit là d'une élévation spirituelle. Donc c'est cette partie spirituelle qui est l'esprit, que d'aucuns appellent l'âme dans certaines religions, que d'autres appellent la raison ou la conscience d'ailleurs. Mais le point commun, c'est que tous ces termes, tous ces mots désignent cette même réalité spirituelle qui est en l'être humain, qui exige qu'on l'élève par le travail de la transcendance. Mais qu'est-ce que l'être humain cherche par cette élévation à travers la méditation? C'est de découvrir l'essence du monde. Comment fonctionne le monde? D'où venons-nous? Qu'est-ce qui détermine notre existence tous les jours? Qu'est-ce qui, par voie de conséquence, détermine notre avenir et notre destin? Cette année, le Grand Magal de Touba portera sur la méditation. Pourquoi ne pas en profiter pour marcher sur les traces de ces religieux et surtout intellectuels que fut le saint homme sénégalais exilé au Gabon par le colonisateur français? Place à présent l'actualité hors de nos frontières qui nous amènera d'abord au Rwanda. Le site d'information Mediapart a publié jeudi une vidéo filmée en 1994 embarrassante pour les militaires français accusés par les rescapés de passivité lors de tueries de Bisesero pendant le génocide rwandais. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. 28 juin 1994. À gauche, sur l'image, un colonel de l'armée française. À droite, l'un de ses subordonnés, le sergent-chef M. En pleine conversation, il tente de l'alerter sur le massacre de milliers de Tutsis à quelques kilomètres de là, sur les collines de Bisesero, à l'ouest du pays. Il faut voir, hier on était, je ne sais plus quel patelin, là. Il y a eu des battues toute la journée dans les collines, des maisons qui flambaient de partout, des mecs se trimballaient avec des morceaux de chair arrachés. Enfin, bon. Les battues décrites par le sergent-chef sont les prémices d'un des épisodes les plus meurtriers du génocide rwandais, le massacre de Bisesero. En quelques jours, 60 000 Tutsis sont tués par l'armée rwandaise et des milices pro-gouvernementales. Dans cette vidéo rendue publique ce jeudi par Mediapart, le colonel français semble pourtant incapable de prendre la mesure de la situation. Le problème, c'est qu'ils sont, je sais pas comment ils font pour se soigner, quand même, ils sont plein de plaies purulentes partout. Mediapart révèle ce jeudi que le militaire français a été interrogé sur cette vidéo en 2015 par un juge français. Dans le procès verbal, le militaire avoue avoir eu l'esprit ailleurs, incapable de comprendre ce qu'il se passait. C'est vrai qu'en revoyant aujourd'hui cette scène, il me paraît incroyable de ne pas avoir réagi à l'information. Le rôle de l'armée française dans le massacre de Bisesero a fait l'objet d'une longue enquête judiciaire en France. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme accusent les militaires français d'avoir sciemment tardé à intervenir. Mais l'armée affirme n'avoir eu connaissance des faits que le 30 juin 1994, soit 3 jours après le début des massacres. Faute d'avancée, les juges ont clos l'enquête en septembre. Aucune mise en examen n'a été requise contre les militaires mis en cause. En Éthiopie, pour la première fois, une femme, Sahle-Work
Zewde a été désignée jeudi comme présidente de l'Éthiopie. Diplomate de carrière, cette ancienne ambassadrice de France, âgée de 68 ans, est la seule femme chef d'État dans le continent africain. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Le poste est avant tout honorifique et symbolique, mais un tel symbole vaut tout de même son poids politique. Les parlementaires éthiopiens viennent de désigner la première femme présidente du pays. Aujourd'hui, je commence mon travail en tant que présidente fédérale démocratique éthiopienne. Diplomate de carrière, plusieurs fois ambassadrice, Zalework Zewde est devenue mardi 25 octobre la seule femme chef d'État en exercice du continent africain. Et en Éthiopie, les femmes politiques semblent avoir le vent en poupe. La semaine dernière, le Premier ministre Abiy Ahmed, véritable détenteur du pouvoir, nommait un gouvernement entièrement paritaire. Un élan de la cause féminine dont Zalework Zewde a promis de se faire la championne. Les femmes sont les premières victimes de l'absence de paix. C'est pourquoi pendant ma présidence, mon objectif principal sera d'assurer la paix en mobilisant toutes les femmes éthiopiennes. Depuis avril, Abiy Ahmed a annoncé la libération de dissidents ainsi que davantage d'ouverture démocratique. En juillet, le Premier ministre a même rencontré le président érythréen Isaias Afwerki pour un accord de paix historique entre les deux pays voisins. En sport, le tournoi de football dénommé le Clash, organisé par la Fondation Constant Oyono, a pris fin hier avec le sacre de la formation de l'AS B2 devant Wembley FC dans l'épreuve des tirs au but 4-1 en faveur de l'AS B2 après un score nul de 2 partout. Les précisions avec Ephraim Bioguedzo et Vitalis Kumba. Après un résultat nul de 2 buts partout entre ASB2 et Wembley FC, c'est finalement au tir au but que le premier cité s'impose. 4 réalisations à 1, un résultat en somme positif qui l'a d'ailleurs permis de remporter la deuxième édition du tournoi de football dénommé le Clash, sponsorisé et soutenu par la Fondation Constant Oyono, avec bien évidemment l'appui du ministre d'État à l'enseignement supérieur de Denis Moukani. Œuvrer simplement qu'il y ait, comme on dit, un esprit sain dans ces corps qui sont tout aussi sains. Permettre que les jeunes talents se découvrent pour le bien du football national. Des motivations et encouragements à l'endroit de 22 acteurs sur le terrain ont permis au public d'apprécier le spectacle dès l'entame de la partie. Wembley FC écrit à froid concède 2 buts coup sur coup et se trouve mené à la mi-temps 2-0. À la reprise, ASP2, sûr de son avance acquise en première période, tente de gérer ce résultat, mais en vain, Wembley FC parvient à réduire l'écart avant d'égaliser à 2 buts partout. Les tirs au but seront lourds de conséquences pour les poulains d'Abele Yégué qui, sur 5, ont pu concrétiser un seul. Autre distinction, Gabriel Matoka de l'ASB2 termine meilleur buteur avec 8 réalisations. Bessa Bessa et la squadra de derrière la prison avec le titre de meilleur joueur. Premier ASB2, Wembley FC finaliste malheureux et Ulster 3e sont les seules formations qui terminent en tête de l'épreuve qui pendant près d'un mois et demi a regroupé 16 formations. Constant Oyono, initiateur du tournoi, revient ici sur le contenu et les perspectives de la 3e édition. Il est au micro de Ephraim Bioguedzo face à la caméra de Vitalis Kumba. Je suis un homme heureux parce que le but, c'est de rassembler le maximum de jeunes autour du
football. Et nous constatons que de l'année passée à aujourd'hui, il y a eu des efforts grandissants. Nous sommes donc passés de 8 clubs, de 8 équipes à 16 équipes. Et mon souhait le plus ardent, c'est que l'année prochaine, nous arrivions à 24 équipes. Qu'est-ce qui justement a pu motiver votre fondation à soutenir cette action? C'est une continuité parce que depuis ma jeunesse, j'ai toujours organisé des coupes de football pour les jeunes de mon quartier. Et bien entendu, lorsque j'étais un peu plus jeune, je n'avais peut-être pas les moyens que j'ai aujourd'hui, mais aujourd'hui j'estime que j'ai un peu plus de moyens pour organiser des compétitions beaucoup plus valorisées. Et je me suis dit, au lieu de rester dans mon coin, il fallait que je reprenne du bâton de pèlerin pour permettre aux jeunes, à la jeunesse de Libreville notamment, de s'occuper des grandes vacances au lieu d'être oisifs. Première chose. Deuxième chose, permettre aussi à ces jeunes qui sont parfois dans des clubs de première division, deuxième division, au lieu de rester au village durant les vacances, de garder la forme en jouant les grandes vacances au football. Mais le plus important, c'est peut-être également de permettre aux détecteurs de talents, à ceux-là qui recherchent des jeunes talents pour leurs équipes de football au Gabon, en Afrique et en Occident, de regarder si parmi ces jeunes, il n'y a pas des jeunes qui peuvent également être recrutés pour ces grands clubs. C'est très important pour nous, chaque vacances, d'organiser ces clubs. Ça permet de rassembler les jeunes, mais de permettre également aux jeunes de s'épanouir. Quelle va être la nouveauté pour 2019 ? Pour 2019, je disais tantôt que j'espère que nous allons passer à 24 clubs. Ça, c'est très important pour nous. La nouveauté également, c'est que nous allons certainement offrir aux clubs des équipements sportifs. Parce que jusque-là, c'est vrai que la participation, elle est gratuite. On s'occupe également des questions de santé. Lorsque un joueur peut se faire mal, généralement, c'est la compétition qui s'en occupe. Mais l'année prochaine, nous ajoutons à cela le fait que nous allons nous-mêmes équiper les équipes de football. Les équipes seront habillées, maillots, jusqu'au boutiques. Bon, il faut déjà dire que c'est un sentiment de déception. Voilà, nous avons perdu le tir au but. Et déjà, nous étions menés par 2 buts à 0. Nous avons pu les arbitres, les encadreurs, les joueurs, veuillez vous rapprocher s'il vous plaît. Nous n'avons pas pu relever le défi. Donc aujourd'hui nous sommes un peu... Les deux équipes sont invitées à se rapprocher de la tribune. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça la loi du football. Il y a un vaincu et puis il y a un vainqueur. Nous prenons cela avec beaucoup de fair play. Voilà. L'année prochaine, lors de la 3e édition, vous ferez mieux? Bon, vous savez, on cherche toujours à faire mieux. Nous avons commencé cette aventure, on va dire, petit à petit. Les gars ont cru en eux. Nous sommes arrivés jusqu'en finale et je crois que ce qu'il y a de mieux à faire l'année prochaine, c'est d'être champion de ce tournoi. Sinon, ce que je peux dire aux jeunes, c'est de croire en eux. La Ligue de taekwondo de l'Estuaire a tenu récemment son assemblée générale en prélude au démarrage des activités pour la saison 2018-2019. Yasser Nicolandon, reportage. Réunis le week-end lors de l'assemblée générale organisée par le bureau exécutif de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire, les présidents de clubs et associations ont bel et bien répondu présent à l'appel afin de débattre ensemble des différents points mis à l'ordre du jour. Bilan moral et financier de la saison sportive 2017-2018, puis les divers. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour l'assemblée générale ordinaire. Vous savez, après une saison passée, il faudrait que le bureau de la Ligue se rende compte aux responsables des clubs. Donc aujourd'hui, c'est cette AG où nous faisons le bilan de la saison écoulée et nous voulons échanger avec les responsables des clubs pour une proposition de calendrier pour la nouvelle saison qui va démarrer dans quelques semaines. Les quelques recommandations données à cette séance ont reçu l'assentiment de tous, comme l'indique ici le président de la Ligue. Déjà, ce qu'on retient de cette assemblée générale, c'est que les responsables des clubs ont donné culture, c'est qu'ils ont validé tout ce que nous avons organisé comme l'an dernier. Ça veut dire que notre bilan moral a été validé, notre bilan financier a été validé. Ils ont vu que le bureau de la Ligue fonctionne avec leurs propres moyens. C'est-à-dire que nous n'avons pas de subventions qui viennent d'une entité supérieure, soit la fédération ou du ministère. Nous fonctionnons avec nos propres moyens. Donc aujourd'hui, ces responsables des clubs ont reconnu nos difficultés, malgré toutes ces difficultés financières que nous avons subies toute la saison écoulée, mais nous avons pu réaliser des compétitions, un championnat qui allait à son terme. La Ligue mère de taekwondo de l'Estuaire entend débuter ses activités dans un bref délai, les 3 et 10 novembre 2018. À cette saison sportive, le bureau directeur compte apporter des innovations. Et au sortir de cette messe, la Ligue s'est dit satisfaite.
C'est sur cette note de sport que se referme cette édition d'information réalisée demain de maître par David Mitola. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.